Salam les refs, bien, ici le Strauss et on se retrouve pour une nouvelle review d'œuvre. Aujourd'hui, on va parler du manga français Dreamland. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai lu que les 22 premiers tomes. Je sais que le 23 est sorti il y a quelques mois, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Donc, l'idée de la review, c'est de revenir sur ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié, ce que j'ai trouvé intéressant. En gros, c'est une sorte de petite discussion en détente et à chaud sur mon ressenti de l'œuvre. Je vais quand même essayer de garder la review assez légère en spoiler pour que vous puissiez la regarder même si vous n'avez pas encore lu Dreamland, et avec un peu de chance, ça vous donnera carrément envie d'aller lire. Bref, sur ce, place à la vidéo. Alors déjà, pour ceux qui connaissent pas ce manga, le concept de l'histoire, c'est qu'il existe un monde parallèle, nommé Dreamland, où se retrouvent chaque nuit toutes les personnes pendant qu'elles sont en train de rêver dans leur sommeil. Et le truc, c'est que si quelqu'un réussit à vaincre sa phobie pendant un de ses cauchemars, alors il devient ce qu'on appelle un voyageur. En gros, c'est un rêveur lucide, c'est-à-dire qu'il a conscience d'être en train de rêver, et il obtient par la même occasion des pouvoirs dans Dreamland en lien avec la phobie qu'il vient de surmonter. Du coup, nous, on suivra les aventures de Terence, qui est devenu voyageur avec des pouvoirs liés au feu. Et pour commencer, le premier truc que je trouve trop cool avec ce manga, c'est que l'auteur exploite tout le potentiel de son concept autour d'un monde de rêve. Parce que rapidement, on se rend compte qu'il y a plein de subtilités qui peuvent exister avec un cadre pareil. Et justement, l'auteur les utilise très bien à son avantage. Typiquement, on voit qu'il y a dans le monde de Dreamland des voyageurs dits permanents. En fait, ce sont des personnes tombées dans le coma, donc là où les voyageurs classiques passent seulement leur nuit dans ce monde de rêve, les voyageurs permanents, eux, y séjournent sans jamais disparaître. Ce qui donne lieu à un cas assez intéressant. Après, c'est quand même dommage parce que pour l'instant, on a vu qu'un seul perso comme ça et il apparaît assez tôt dans l'histoire. Alors qu'être un voyageur permanent, c'est un vrai cheat code. Genre, ça devrait permettre à au moins un perso de devenir hyper influent et puissant dans Dreamland. Il y a aussi tout un délire autour d'Edenia qui serait soit une région de Dreamland, soit un monde encore différent où résideraient les âmes de toutes les personnes décédées. L'idée, c'est que comme la mort est une sorte de sommeil éternel, alors il doit bien exister un moyen pour entrer en contact avec les morts, tout comme on peut entrer en contact avec les rêveurs. Et d'ailleurs, assez rapidement, l'objectif de Terence devient celui de trouver Edenia pour enfin revoir sa mère, qui est morte quand il était plus jeune. Mais j'en reparlerai un peu plus tard. Un autre truc que j'ai trouvé cool avec cette histoire de rêve et de phobie, c'est qu'il y a une vraie dynamique évolutive au sein du monde de Dreamland. J'en ai pas encore parlé, mais en plus des rêveurs et des voyageurs, qui sont des humains donc, il existe des créatures propres à Dreamland, genre elles n'existent que dans ce monde-là, dont des seigneurs cauchemars. En gros, c'est des créatures qui règnent sur ce monde de rêve, c'est eux qui mettent en place les cauchemars des rêveurs, et c'est grâce à eux que les voyageurs obtiennent leur pouvoir. Maintenant, comme les peurs des hommes changent à travers le temps, la puissance et l'influence des seigneurs cauchemars changent aussi. Par exemple, il y a le seigneur de la peste noire qui était super puissant à l'époque, mais qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même, parce que plus personne n'a peur de la peste noire. Et c'est plein de petits trucs comme ça qui créent un vrai univers cohérent, mais surtout hyper immersif. On sent que Renaud cherche réellement à pousser le plus loin possible cette idée a priori basique. Genre un autre truc tout con mais que je trouve vraiment brillant, c'est que l'auteur a parfaitement incorporé les réveils nocturnes dans son histoire. Ça paraît évident dit comme ça, mais c'est logique que parfois on se réveille pendant la nuit, donc on arrête de rêver. Mais du coup, si les persos eux arrêtent de rêver, ils disparaissent de Dreamland, ce qui peut créer des situations pour le moins imprévisibles. Maintenant, à mon sens, la plus grande qualité de ce manga, ça reste la gestion bête et méchante de tout le côté aventure. C'est vraiment une réussite à tous les niveaux. On sent que Renaud a été influencé et s'est même inspiré assez librement du One Piece pré-Ellipse. C'est grandiose comme récit. Dreamland a sa propre mythologie, ses légendes, ses héros, ses méchants, ses quêtes, ses mystères, ses objets précieux. Bref, c'est un monde entier qui n'attend qu'à être exploré par qui le voudra, que ce soit partiellement ou complètement. En parallèle à l'aventure de Terence et sa quête pour trouver Edenia, il y a aussi de réels enjeux politiques dans le monde de Dreamland que Renaud met en place tout au long de son histoire. C'est aussi ça qui aide à donner cette envergure épique à l'œuvre. On voit tout le côté fun et ludique du monde à travers les yeux de Terence, mais on est toujours confronté aux réalités plus sombres de ce même monde à travers les yeux d'autres personnages, notamment ceux de Shun, le deutéragoniste de l'histoire. En fait, lui, il est devenu voyageur la même nuit que Terence, ce qui a rapidement créé un lien entre eux. Mais contrairement à ce dernier, qui fait un peu ce qu'il veut dans Dreamland, Shun a choisi de prêter allégeance au Seigneur des Glaces.
Du coup, ça nous donne deux perspectives diamétralement opposées sur le monde de Dreamland, mais elles sont super complémentaires. C'est comme si on vivait une double aventure en même temps et on se perd jamais dans le fil du récit, ce qui montre une excellente écriture et une maîtrise de l'univers de la part de Renaud. Ok, j'ai pas mal parlé du monde de Dreamland là, et c'est normal, c'est le cœur de l'œuvre, mais un truc que l'auteur gère aussi très bien et qui équilibre la démesure du monde des rêves, c'est la vie réelle des personnages. Donc, dans son aventure à Dreamland, Terence est accompagné par trois autres persos, Savane, Eve et Saba, qu'il côtoie aussi dans la vraie vie. Et ce qui est intéressant déjà, c'est qu'ils sont devenus amis grâce à Dreamland, parce que avant, soit ils ne s'aimaient pas, soit juste ils se connaissaient pas. Mais on va continuer de voir leur relation IRL évoluer. Typiquement, au bout d'un moment, ils vont tous emménager ensemble dans une coloc, histoire de pouvoir mieux s'organiser pour leur aventure nocturne. Mais plus simplement encore, en fait, c'est aussi parce qu'ils sont devenus de vrais amis et ils voulaient passer plus de temps ensemble. Maintenant, évidemment, qui dit groupe dit tension, et on va en voir certaines par moment, notamment parce que Terence, contrairement aux trois autres, accorde un peu trop d'importance à Dreamland, alors que ça reste juste un monde de rêve au final. Mais voilà, il laisse un peu trop ses rêves prendre le pas sur la réalité, à tel point que ça en impacte négativement sa vraie vie. Par exemple, il est le seul de sa classe à avoir loupé le bac, et il est tellement absorbé par Dreamland qu'il en néglige un peu trop sa copine à certains moments. Ces sous-intrigues ou intrigues secondaires sont excellentes parce qu'elles donnent une vraie profondeur aux persos et à leurs interactions. On ressent vraiment qu'ils existent et qu'ils vivent au sein de leur univers, et ils sont pas juste là pour nous raconter cette histoire. D'ailleurs, j'avais un peu peur au début parce que tous les persos qu'on croisait dans Dreamland apparaissaient aussi dans la vraie vie de Terence. Mais c'est un truc que l'auteur va corriger assez vite, et c'est plus du tout un problème au bout d'un moment. Il introduit plein de nouveaux persos qu'on ne connaît que à Dreamland, et inversement, il y a des persos du monde réel qui ne deviennent jamais des voyageurs. Et c'est parfait comme ça, parce que ça rend vraiment la séparation entre ces deux mondes tangible. Bon, comme j'ai commencé à parler des persos, autant faire ça bien et revenir un peu sur tous ceux que j'ai trouvé cool à suivre. Alors forcément, il y a le groupe des persos principaux, donc Terence, Savane, Eve et Saba, qui forment les Lucky Stars. Je vais encore faire une comparaison à One Piece, mais au début, la dynamique du groupe m'a un peu rappelé les Mugi à East Blue. Genre Terence et son insouciance, c'est Levi, Eve et son côté arnaqueuse, sérieuse, c'est Nami, Savane et son rêve de devenir le plus puissant voyageur, évidemment c'est Zoro, et puis Saba avec sa lâcheté rappelle forcément Usopp. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que cette ressemblance s'arrêtait là. Parce que les Lucky Stars développent une vraie dynamique de groupe. Et comme je le disais plus tôt, on les voit devenir amis, on comprend pourquoi ils le sont. Alors que les Mugi, ok, ils veulent tous aider Luffy à devenir roi des pirates, mais ça explique pas pourquoi ils sont amis entre eux. Mais au-delà même de leur dynamique de groupe, chacun d'entre eux est intriguant à sa manière. D'abord, évidemment, il y a Terence et les mystères autour de ses pouvoirs et du feu qu'il renferme en lui. Et comme je parle de lui, autant prendre quelques secondes pour revenir sur sa quête d'Edenia, le pays des morts. Alors, perso, vouloir revoir des morts, ça n'a jamais été un truc qui me passionnait particulièrement. J'ai toujours vu ça comme un frein parce que ça enferme la personne dans son passé. Donc je m'attendais un peu à ce que Terence évolue aussi vers cette direction au bout d'un moment, pour justement se détacher de son passé et enfin pouvoir avancer librement. Et effectivement, c'est ce qui finit par arriver d'une certaine manière, même si pas encore totalement. Mais le truc, c'est que ça a pris beaucoup trop de temps pour le voir se remettre en question. Pendant trop longtemps, juste il avançait sans réfléchir. Après, le point positif dans tout ça, c'est que les éléments qui lui ont permis de se questionner sur son objectif et sa manière de procéder étaient vraiment excellents et super bien amenés. Genre, il y a un moment, il se fait vraiment engueuler parce qu'il était trop indécis, voire même trop égoïste. Et j'avoue, j'étais agréablement surpris. C'est pas quelque chose que je suis habitué à voir. Après, c'est aussi parce que les protagonistes ont généralement tendance à être écrits et pensés avec un certain altruisme. Donc forcément, il y a moins besoin de remettre en question leurs intentions. Ensuite, il y a Eve et ses questionnements identitaires / relationnels. Bon, même si avec le temps, le côté relationnel prend beaucoup plus le pas sur l'aspect identitaire, je voulais quand même le souligner parce que c'est simple mais plutôt efficace. Au début, on la voit qu'à travers Terence, donc forcément notre avis est complètement biaisé. Mais justement, quand Renaud prend le temps de la montrer avec Lydia, sa meilleure amie, on apprend à mieux la connaître et à plus l'apprécier. Alors quand on découvre que son caractère désagréable cache en fait des insécurités liées à son physique, ça passe comme une lettre à la poste. Et je dis que c'est simple parce que, bon, parler d'insécurité pour une adolescente, voilà quoi, il a pas inventé l'eau chaude. Mais il prend la peine de le faire et je voulais quand même saluer ça. Le plus intéressant à mon sens vient après, quand elle commence à se questionner sur sa relation avec Terence. Parce que à l'origine, c'est lui qui l'a aidé à vaincre sa phobie, et donc qui lui a permis de devenir une voyageuse.
Sauf qu'à la base, elle déteste Terence. Donc maintenant, elle cherche à savoir si elle n'est pas juste en train de se mentir à elle-même. Et ce qui complique le tout, c'est que Lydia, sa meilleure amie donc, c'est aussi la copine de Terence. En gros, c'est un très beau bourbier. Alors là, si je voulais faire mon relou, je pourrais reprocher à Renaud le fait que la seule fille du groupe principal soit liée romantiquement au protagoniste. Mais je vais pas le faire. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce contexte, ça fait totalement sens. C'est pas un truc spécifique à Eve, en fait. C'est juste qu'il est question de 4 jeunes qui vivent la vie étudiante dans une grande ville. C'est pour ça qu'on voit Saba faire des dingueries à chaque soirée, et c'est pour ça qu'on voit Savane enchaîner les conquêtes. Forcément, ça change de ce à quoi nous ont habitués les Japonais. Mais c'est pas plus mal, parce que Dreamland n'est pas un manga japonais, donc il y a aucune raison de reprendre leurs codes sociétaux. Ok, je vais aller un peu plus vite sur Saba et Savane. Le premier parce que j'ai pas grand chose à dire sur lui, outre le fait qu'il enchaîne de manière assez bizarre des aventures, et je sais pas s'il est extrêmement malchanceux parce qu'il a le don pour se fourrer dans des bourbiers pas possibles à chaque fois, ou s'il est extrêmement chanceux parce qu'il a un don aussi pour s'en sortir à chaque fois. Le second, maintenant, parce que son ambition de devenir le plus fort ne m'intéresse pas particulièrement. En revanche, c'est marrant, parce que Savane est quand même celui qui m'intéresse le plus niveau perso, justement parce que son ambition l'amène toujours à prendre des décisions ou à faire des choses qui feront bouger le statu quo du groupe. Du coup, dans le groupe, je trouve que c'est limite celui qui est le plus indispensable, même si ça n'a pas trop de sens de dire ça, parce que en vrai, ils le sont tous à leur manière. Ok, maintenant je suis obligé de vous parler des tomes 10 et 15, parce que l'auteur va faire un truc plutôt intéressant. En fait, sur ces 2 tomes en particulier, on s'écarte complètement des Lucky Stars, mais aussi de Shun. Donc on va suivre l'histoire à travers des personnages totalement inédits. Et autant au début sur le tome 10, j'avais trouvé ça un peu trop dense en termes de nouvelles informations, autant avec le peu de recul que j'ai, je trouve que c'est une réussite complète parce que tous ces nouveaux personnages introduits vont être réutilisés derrière dans l'histoire pour étoffer l'univers et le rendre encore plus interconnecté. Maintenant, au-delà même de cet aspect vivant de son univers, les personnages qu'il introduit ont tous une certaine identité qui les rend mémorables. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont tous un propos de dingue, mais on sent qu'il y a un effort conscient qui est fait là-dessus. Mes préférés, c'est clairement les Killstars, donc le groupe de Lion, Naora et Flamme, même si c'est surtout la sous-intrigue avec Shaka que j'ai kiffé avec eux. Le groupe est cool parce qu'ils sont forts et insouciants, mais je trouve que la confrontation que Shaka a eue avec Lion, qui l'a poussé à quitter le groupe, c'était pile le petit grain de sel qu'il me fallait pour vraiment m'intéresser à eux. Et puis, comment ne pas parler des tueurs de rois et de Gaïa ? Rien qu'au blaze là, vous sentez que ça envoie. Et je vous cache pas qu'ils envoient du très très lourd. J'en dis pas plus parce que ça risquerait de trop spoiler, mais sachez juste qu'ils sont très 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 cool. En fait, tous ces nouveaux persos sont là pour faire office de nouvelle génération au sein du monde de Dreamland. Et comme ils débarquent tous en même temps dans l'œuvre, on ressent aussi cette nouvelle génération. Et surtout les rivalités à venir avec notre groupe des Lucky Stars. C'est pas sans rappeler ce qu'Oda a essayé de faire avec les Supernovas à partir de Shabody et dans le Nouveau Monde. Mais j'en parlais avec un pote. Le truc assez marrant ici, c'est que Renaud, en 8 tomes, a fait plus et surtout mieux qu'Oda en 80 tomes. Vraiment, sur ce coup, il a été terriblement efficace. Et je me répète encore, mais en ayant autant de personnages variés qui existent au-delà d'un simple rôle, ça crée un univers hyper dynamique et vivant. À ce niveau, je trouve qu'il a fait encore plus fort avec le tome 15 en fait, parce qu'il a réussi à rendre des personnages totalement nouveaux, hyper attachants et surtout profonds, alors que pour certains ils n'apparaissent que sur ce tome. Vraiment, c'était impressionnant de réussir à raconter autant de choses aussi bien et aussi efficacement, tout en continuant de faire avancer son intrigue. Ok, alors vous l'avez remarqué, j'ai fait pas mal de comparaisons à One Piece dans cette review, et c'est juste que l'influence est vraiment hyper marquée. D'ailleurs, au début, j'avais assez peur de me retrouver à lire une pâle copie de One Piece, mélangée avec un peu de Dragon Ball par-ci par-là. Mais au final, il y a des références, et c'est normal, faut donner ses fleurs aux gens qui nous ont inspirés. Par contre, c'est clairement tout sauf une copie de One Piece ou de Dragon Ball. Très vite, Dreamland chope sa propre identité, et les références ne sont plus que ça, des références. Ma préférée, c'était celle avec Sanji et Zeph dans le Royaume des Chats. Mais il y en a vraiment pléthore. Il y a des refs à Senseiya aussi. Je le dis parce que sinon je vais me faire attraper ma veste par le plus grand fan de cette licence et j'ai déjà la flemme. Bon, et pour finir cette review, je dirais que l'idée principale que je retiens de ma lecture et l'élément qui m'a le plus marqué et plu, c'est clairement la créativité dont fait preuve Renaud. J'en parle juste après les inspirations et les références, pour bien insister sur le fait que les inspirations sont comme la base dont Renaud se sert pour construire son œuvre, mais ce qui la sublime et la rend unique, ce sont bien ses propres idées novatrices et uniques.
Typiquement, il y a tout un chapitre où on a le point de vue de Terence à Dreamland, mais où les cases sont floutées parce que sa vue est floutée, vu qu'il s'est endormi en étant bourré. C'est un truc tout con, hein, mais j'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment pris mon pied à lire ce manga parce que j'avais l'impression de voir un gamin s'amuser dans un bac à sable, et c'était trop kiffant de voir jusqu'où il pourrait pousser certaines de ses idées. Bon, vous l'aurez compris, mais c'était une très belle découverte et lecture pour ma part. Je ne peux que vous conseiller d'aller lire si ce n'est pas déjà fait. Que ce soit pour les persos, pour l'aventure, pour les délires what the fuck, pour l'humour ou pour le slice of life, je suis sûr qu'il y aura au moins un élément qui vous accrochera et qui vous donnera envie d'aller jusqu'au bout de votre lecture. C'est vraiment une œuvre qui en vaut la peine. Bref, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Objectif 1000 abonnés avant février 2026, Inch'Allah. Sur ce, c'était le Strauss, merci d'avoir regardé et à la prochaine.